Bienvenue dans Wake Up, votre podcast de la préparation mentale. Aujourd'hui, on va recevoir un nouvel invité encore. Cet invité, c'est Fabien, alias Xil. Il a accompagné donc essentiellement des équipes de League of Legends. Il pourra me contredire après. Il a été également, il est toujours, infirmier, sophrologue et préparateur mental. Et du coup, je vais le laisser venir avec nous. Donc bonsoir Fabien. Salut Jason, comment ça va? Bien et toi? Nickel, nickel. On sort d'une victoire de Acroma, l'équipe League of Legends que je suis, donc je suis aux anges. C'est parfait, j'ai même pas besoin de demander qu'est-ce que tu fais ou quoi que ce soit, tu introduis directement le sujet, donc c'est intéressant. Juste pour un peu parcours, c'est bien ça, tu es infirmier, sophrologue et préparateur mental. C'est ça, je suis un infirmier de formation et j'ai bifurqué ensuite sur la sophrologie avec une spécialisation dans l'accompagnement des sportifs. Et j'ai terminé l'année dernière un diplôme à la faculté de Clermont-Ferrand sur la préparation mentale et l'intervention à la performance. D'accord, très bien. Et le diplôme, il y a un mémoire, quelque chose à rendre à la fin pour le valider? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un DU, donc c'est accessible après une licence, mais c'est pas équivalent master, même si les exigences de l'université de Clermont veulent le faire passer comme un master. Mais ouais, du coup j'ai eu ça, plus un ensemble de capsules vidéo et de supervision à réaliser. D'accord, il y a pas beaucoup de DU, si je me trompe pas, encore en France. Je crois qu'il y en a 3, 4, je crois. Il me semble qu'il y en a 5, mais il y Il y en en a a 2 5. qui sont très prisés. Il y a celui de Lille et celui de Clermont-Ferrand. D'accord, ok. Donc bon, ça va, t'as pris l'un des plus prisés du coup. Vous devez C'est être ça. beaucoup, non? Vous êtes beaucoup à le faire? On est 200 à le demander, il y en a que 80 qui sont admis, il me semble. Ah, et la sélection, elle se passe comment? Sur dossier, et puis après même la validation, il y a que 50 qui le valident en premier essai et en première session. Il y a une deuxième session, moi je l'ai eu en deuxième session notamment. Et après, je crois qu'il y a aussi un élagage, il y a pas mal de personnes qui peuvent pas suivre. D'accord, ok. Tu l'as fait en même temps que du coup que tu travaillais en tant qu'infirmier, je suppose. C'est ça, je travaillais en tant qu'infirmier et je lançais mon entreprise dans l'accompagnement et le coaching mental. Donc triple activité, c'était très demandant. Ouais, t'avais un bon rythme, je pense, au niveau du travail, études, allier les deux en même temps, et puis aussi les suivis que tu devais déjà proposer à ce moment-là. Ça doit être Ouais. assez prenant en termes de rythme, je pense, ouais. Sorti du Covid en plus, c'était la joie. Tout s'enchaîner d'un coup. D'accord, très bien. Mmh. Juste un peu pour parler de ton pédigré, on va dire, au niveau de l'accompagnement. Alors j'ai cité donc que tu avais accompagné des équipes de League of Legends. J'ai cru comprendre que tu avais accompagné en gros 3 grosses équipes, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux Mmh. un peu remettre tout le contexte de ton début de parcours en tant que préparateur mental à maintenant, justement, à cette victoire d'aujourd'hui là qu'on fête indirectement ensemble? Tout à fait. Bah, en fait, si tu veux, le premier contact que j'ai eu avec la préparation mentale, ça a été en tant que coaché. Parce que moi, j'étais rameur de haut niveau quand j'étais jeune et du coup, de là, j'ai fait mes études d'inf et j'ai fait ma formation de sophrologue et j'ai commencé à m'intéresser je m'intéressais à l'e-sport et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais rentrer dans ce milieu-là et c'était, justement, mes compétences étaient dans ce domaine, dans l'accompagnement et dans la gestion psychologique. Donc je me suis axé sur ça et j'ai commencé en tant que bénévole, pour des associations, Gémonia, qui a commencé avec un joueur Hearthstone, avec une petite équipe, Open Tour, donc division 3 de League of Legends, c'est le circuit amateur, qui a pas plus que ça performé et mais ça m'a permis de rencontrer du monde et puis de faire, approuver, mon sérieux et le professionnalisme que je mettais dans cette approche et même déjà une part de compétences liées à mon activité d'infirmier, tout ce qui est le domaine de l'écoute, le domaine de l'empathie et reformulation et cetera. On a pas mal d'introduction à la psychologie et à la psychiatrie, donc ça me permettait d'être directement pertinent dans ce que je faisais. Même si je t'avoue que faire des respirations, et visualiser, des jardins où on enfouit des choses, à des jeunes devant un PC qui veulent juste, sauter au cou de leur adversaire, c'est pas le plus adapté. Je comprends, je comprends. Avec l'hypno, c'est la même chose, tu vois. Des fois, ouais, je me dis, waouh, faut que je trouve d'autres métaphores parce que bon, ça passe pas forcément pour tout le monde des fois. Je C'est comprends. ça. Donc D'accord. j'ai fait mes armes un petit peu avec ces gars-là chez Hegemonia et j'en ai retrouvé un, aujourd'hui d'ailleurs chez Acroma, c'est assez rigolo ça aussi et ensuite, j'ai été, approché par PCS, Projet Conqueror, qui est une association, qui voulait, mettre à disposition de leurs adhérents, les outils
de la préparation mentale et moi, ça me permettait d'élargir un petit peu mon audience. Donc l'idée, c'était de faire des articles et des ateliers, des workshops comme on dit, pour pouvoir sensibiliser un maximum d'adhérents parce que, bah, ça fait beaucoup de monde et prendre tout le monde en individuel ou en collectif, c'était pas possible, surtout avec mon activité d'infirmier. Donc voilà, j'écris, un article et puis, ça s'arrête là. J'ai fait un workshop aussi, mais parce qu'en fait, j'ai été tout de suite approché par, le manager de leur meilleure équipe, League of Legends qui, se montait et qui avait des ambitions, de gagner l'Open Tour sur, 2 ans et après d'arriver en Div 2 et potentiellement d'aller pousser jusqu'à la LFL sur 5 ans. Et D'accord. donc, ça faisait partie de leur registre d'accompagner leurs joueurs, sur ce plan-là, mais toujours bénévolement, bien sûr, parce qu'on est sur une association à un niveau amateur, donc c'est plus sérieux. Les joueurs commençaient à être payés, un petit dédommagement, même si, à l'époque, c'était pas mal. Maintenant, c'est plus grand-chose et moi, j'étais indemnisé de mes frais, je pouvais aller avec eux en bootcamp, donc c'était aussi, un petit step up, assez intéressant. Donc voilà, on fait notre petit chemin, on fait une belle perf au début, les gars sont bien et puis après, la traversée du désert. Plouf! Plongés sous l'eau, ils sont allés en underperform, pendant tout le reste de la saison régulière. Mais avec le peu de points capitalisés sur la première étape, ils arrivent à aller aux playoffs et aux playoffs, vroom, skyrocket jusqu'à la victoire et puis, la qualification à part à le tournoi de promotion en division 2 avec, un bootcamp, sur mes terres natales à Brest, où on a pu fêter la victoire, c'était, super chouette. D'accord, ok, ça fait un beau parcours. Un bon Bah, parcours en effet. ça fait, ouais, une belle histoire avec PCS. C'était vraiment chouette et puis je sais pas si tu considères PCS comme une grosse équipe, mais en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps chez eux, donc d'une certaine façon, on peut dire que c'est une grosse équipe. Surtout que l'année d'après, on a renquillé avec le même staff pour, du coup, l'année en division 2. Première année, pour une structure, on a réussi à faire, top 3 au spring et top 4, au summer, donc très content, même si, il y a toujours des axes d'amélioration, des choses qui apparaissent au fur et à mesure et qui me permettent, de me développer dans ce domaine. Et D'accord. c'est cette année-là que j'ai aussi accompagné, Bifrost, qui est l'une des plus grosses équipes que j'ai accompagnées et Mirage Enyandra en LFL. Donc Bifrost a fait top 8 European Master, c'est, la Champions League, en dessous, des meilleurs d'Europe, de la ligue fermée de la LEC. Et puis, bon, bah, Mirage Enyandra, je suis arrivé au Summer pour éteindre les feux et puis, faire un bon, dernier de la ligue, mais gagner haut la main le tournoi de maintien, en LFL et c'était surtout ça l'objectif, avec l'équipe. D'accord, ok. Bah, alors après, moi honnêtement, League of Legends, c'est un circuit que je ne connais pas, à part la LFL, Mmh. parce que c'est ce qui est le plus parlé, et les LEC, si je dis pas de bêtises. Yep. Mais je ne connais pas vraiment du tout le milieu. Moi, League of Legends, la dernière fois que j'ai joué à ce jeu, précisément, je crois que c'était à la sortie du jeu. Olé! Ah ouais, non, c'est pas mon style de jeu, je suis beaucoup plus FPS en général et jeu de Mmh. combat. Et c'est vrai que League of Legends, c'est un jeu où je n'ai pas réussi à accrocher au départ. Donc, Bah, je te ça rassure, m'est si après j'ai du coup. accroché, c'est juste parce qu'il y avait mes potes, hein. Ah oui, non, mais bien sûr. Bah, c'est ça, moi je pense que c'est en partie. C'est vraiment le début, j'avais pas trop d'amis qui jouaient encore à League of Legends, et du coup, bon, bah, finalement, je me suis détaché de moi-même. Puis je suis quand même plus à l'aise en FPS que en MOBA. Mmh. Donc ouais, non, je ne connais pas trop les équipes, mais bon, je pense que de parmi nos auditeurs, il y en a à qui ça va parler justement, le nom de toutes ces équipes que tu as citées. Tu vois, juste pour. T'as parlé du coup que t'as connu le coaching en amont, que tu as été toi-même coaché. C'était pendant ta Mmh. à période de rameur, si je comprends bien, ou c'est juste un Ouais, petit c'est peu ça. après? D'accord, ok. Je suis un sportif de haut niveau frustré. C'est-à-dire que je suis abonné, à la 4e place des championnats de France. 2 années de suite, en aviron de mer, on a terminé à ce poste-là et ouais, du coup, comme on essayait de faire les choses au mieux, on était accompagné, par, une dame qui faisait de la sophro, sur de la préparation mentale. D'accord, ok. Ouais, du coup, c'est ce qui t'a un peu fait goûter finalement à la préparation mentale en amont par la sophrologie. Et par la suite, c'est peut-être ce qui t'a mis à faire de la sophrologie, si je comprends bien. C'est ça, je connaissais, les bails. Du coup, c'était pas trop déconnant de retourner se former là-dedans. Même si j'avais des petits restes, comme je t'ai dit, l'enfouissement de quelque chose dans un jardin, tout ça et puis vous êtes détendu, relâché. Ça, c'était un gimmick qui restait avec mon groupe de potes, enfin l'équipage avec qui on était. Dès qu'on voulait, rigoler, on plaçait ce détendu, relâché.
Et maintenant, il m'arrive de le sortir en séance des fois et je rigole intérieurement tout seul. Mais du coup, indirectement, c'est un ancrage là que t'as fait tranquillement entre vous finalement. Il y a peut-être Ouais, quelque chose qui se dégage quand tu sors cette fameuse détendue, relâchée. tout à fait, tout à fait. Purement inconscient par contre. Hein. Ah oui, non, bah, sans doute, hein, ça, bien sûr. Après, on va pas tout analyser pour savoir, mais ok, ok, très bien. Donc, un frustré de la 4e place, mais qui a eu un suivi et qui, tu as eu la première place. Quelle première place? J'ai jamais eu la première place. T'as jamais Je eu t'ai un dit, je an suis frustré. frustré vraiment jusqu'au bout, quoi, même après Ah la oui, 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 préparation. moi, la vie est une pute, donc autant être prêt quand elle va nous sourire, mais moi, en tant que sportif, elle a pas souri. D'accord, ok, je comprends. Non, mais très bien, ok. Alors, bah, en soi, c'est bien. Je te cache pas, moi, comme je te l'ai dit un peu en off, j'ai un peu fouillé ton site internet. J'invite tous Mhm. nos auditeurs à aller le checker. De toute façon, je le mettrai en lien de la description. J'ai vu un peu ton parcours. Donc, t'as commencé par des études d'infirmier où il y a eu, si je comprends bien, un moment d'échec, traversée du désert. Et Mhm. tu es parti, du coup, comme tu as dit, la partie qui m'intéresse le plus, tu es parti au Cambodge pendant 1 mois, si j'ai bien compris. C'est ça. En fait, moi, j'ai fait des études qui durent 3 ans en 7 ans. D'accord, c'est pas mal. Eh, mieux tard que jamais. Même si on va jusqu'au bout, je pense que ça fait presque 8 ans, mais bon, on va pas trop enfoncer le clou. Et du coup, pourquoi cette traversée? Pourquoi justement aller au Cambodge? Alors en fait, mes études en infirmier, c'était quelque chose qui était assez, problématique parce que j'ai pas du tout la culture, de base, du soin et du milieu féminin. Donc, tu dans ce domaine-là, tu es quasiment entouré de femmes tout le temps et c'est ça passe ou ça casse et moi, j'étais pense un petit peu, têtu et pas très sympathique ou alors, trop borné. Du coup, ça avait tendance à plutôt casser, tel point qu'on m'a viré de mon école, en fait. Mes stages se passaient pas bien et tout, donc on m'a viré de mon école. Heu, je rentre, du coup, dans une période un peu difficile en me disant: «Bon, bah, il faut essayer de travailler et puis temporiser». J'ai, 3 ans pour, retrouver une école parce que après ça, je perdrais le bénéfice des 2 années que j'ai déjà validées. Donc s'ensuit, 2 années où je passe mon temps à envoyer des lettres, j'en ai envoyé plus de 400 je pense aux différents IFSI, donc des instituts de formation pour, partout en France essayer de raccrocher une 3e année, mais impossible. Donc un peu complexe, mais finalement quelque chose, se débloque. Il y a une, directrice qui me rencontre, enfin qui accepte de me rencontrer et puis qui me fait: «Oui, oui, je vous fais confiance, vous êtes quelqu'un de sérieux, on va faire en sorte que vous puissiez reprendre». Super. Du coup, moi, j'étais à Nantes à ce moment-là, je travaillais, j'avais mon appart. Je rends mon appart, je retourne chez mes parents pour ramener les affaires, je me prépare à repartir à l'autre bout de la France dans, l'école où je devais aller et on m'a jamais rappelé. Du coup, je me retrouve avec, toutes mes affaires chez moi, pas d'opportunité pour l'année qui arrive, plus de boulot, plus d'appart, et même dans la foulée, ma meuf me lâche. Donc vraiment, le moral dans les chaussettes est tellement dans les chaussettes que ça se répercute, sur, mes proches et que ma mère me vire de chez elle. Oui, une traversée du désert, quoi. Voilà, 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 bien comme on les aime. Heureusement, j'ai des amis sur qui, m'appuyer et c'est mon père qui m'a récupéré même dans l'histoire et bah, l'idée c'était, d'aller se perdre en fait. Je me suis dit: «OK, bon là, tout va mal». Je me lance dans une formation à distance, du coup la sophro, c'est super. Intellectuellement, je suis sur quelque chose. Maintenant, physiquement, il faut que et même d'un point de vue cognitif, il faut que je sorte de ma zone de confort et que je fasse des choses, qui me permettent un petit peu de redémarrer et de retrouver un nouvel élan potentiellement, quoi. Donc je regarde l'endroit en Asie qui est le plus paumé, où il y a le moins de gens que je connais qui y sont allés et c'est le Cambodge. D'accord, ok. Et du coup, t'es parti presque du jour au lendemain au Cambodge, si je comprends bien. Ouais, ça m'a pris, 1 mois pour tout organiser, C'est rapide. mettre, ouais, 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 bah, tu sais quand tu as rien à faire et puis que ta vie est en miettes, ça va assez vite, quand tu sais où tu veux aller. Donc ouais, je pars, en janvier, je crois, un truc comme ça, pour le Cambodge qui est le début ou la fin de la saison des pluies, je sais plus. Donc avec, 1 000 en poche et l'idée de, bah, soit, m'enfermer, dans un coin paumé et puis, me morfondre, soit, trouver une espèce de nouvelle étincelle qui me permettra de revenir, transformé. D'accord. Et du coup, quand t'étais là-bas, tu as fait quoi exactement? Je suis T'as allé de ville médité, en ville. J'ai t'as fait allé tout de le ville. tour.
Et ouais, comme tu dis, j'ai médité, je me suis lancé le challenge de faire de la méditation tous les jours, même 2 fois par jour. Et ça tombait bien vu que c'est un endroit qui est vraiment marqué de la culture, bouddhiste. Il y a des temples de partout, tu croises, des prêtres et des yogis dans les rues, donc tu un reminder, quotidien et puis même en soi, j'avais pas grand chose forcément à faire donc c'était facile de pas être distrait et de rester dans une routine, saine comme ça. En fait, finalement, t'es parti tout seul à l'aventure, pourrait-on dire. Mais si je comprends bien, t'as voyagé pendant un mois de ville en ville, t'as médité seul, façon de parler, ou des fois tu allais justement dans les temples pour être accompagné de maîtres, tout simplement, pour avoir de l'enseignement, ou c'était vraiment objectif méditation et le reste, non, façon de parler. Oh, je suis un peu trop timide pour aller voir les maîtres, là-bas. J'ai été, 2-3 fois, avec des personnes qui s'occupaient des temples et qui m'ont accueilli pour visiter, mais c'était, très succinct, c'était du tourisme plus que spirituel. Non, non, là, c'était, une démarche très personnelle. Puis, je D'accord, savais ok. pas si j'étais en train de vouloir voyager tout seul, vouloir trouver des gens avec qui sympathiser, c'était la tension constante, donc j'ai fait un petit peu, couper la poire en 2. J'ai fait, 1 semaine entière de pur touriste dans le sud, à faire, du spring break avec, des Allemands, des, mecs des États-Unis ou des nanas d'Australie qui, faisaient, justement 1 année de césure avant de rentrer dans leur cursus supérieur et après, je suis remonté, dans le nord et dans les parties beaucoup plus reculées où, il faut avoir une, liste de vaccins, longue comme, je ne sais pas quoi et que potentiellement il y a des endroits qui ont jamais été explorés et je me suis fait des frayeurs d'ailleurs, mais voilà, je suis allé, vraiment tout seul à l'aventure après. Ok, 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 très bien. Je vois un peu le parcours, ça a commencé par la fête, hein, finalement, pour finir vers l'introspection. Si je devais résumer un peu ton séjour là-bas. Un petit peu oui, après, la fête, je suis un fêtard, mais j'ai beaucoup plus fait la fête en Europe que qu'en Asie, hein. Parce que tu sais pas comment ça finit, ni avec qui tu es, donc un petit côté sécurité, tu te dis: «Bon, je vais rentrer à 1 heure du mat et j'ai pas trop envie de forcer, hein». D'accord, ok. Bon, voilà, c'était le petit parti. Moi, j'avais envie de creuser un peu avec toi. Pour en revenir du coup à notre sujet qui nous réunit ce soir, la préparation mentale. Alors, tu nous as expliqué ton parcours professionnel. Donc, Mmh. finalement, après le Cambodge, si je comprends bien, tu es revenu, tu as pu faire tes études d'infirmier. Mmh. Juste la sophrologie, tu l'as eu avant de partir en Cambodge ou tu as fini ton cursus après le Cambodge? Je faisais la formation à distance avec des moments de regroupement et en fait, je l'ai commencé 2 mois avant de partir au Cambodge, je crois. Donc j'étais en plein dedans et D'accord, c'est ok. vrai que associé au voyage, une formation comme la sophro où, bah, du coup, il y a beaucoup d'expérimentation et ça passe par, comme toi, l'hypnose et ce que j'entendais, de votre discussion avec Ithaca, de l'expérimentation, des états modifiés de conscience et des différents outils. Je pense que ça fait partie des choses qui m'ont harmonisé, dans un sens positif et qui ont fait que ma reprise d'études après, s'est faite comme sur des roulettes et que tous les feux étaient ouverts sur ma route. D'accord. Oui, finalement, tu as pu là-bas tester tout ce qui était dans ta formation comme exercice, comme autre chose sur toi-même, de manière plus Mmh. tranquille finalement, parce que tu étais isolé, il y avait C'est ça. personne pour te distraire. Donc ouais, effectivement, je comprends. C'est intéressant du coup de voir comment, je sais pas si toi de ton côté tu as fait une petite rétrospection sur ça, mais de voir ton début de formation en sophrologie avant de partir et pendant que tu pars et après quand tu es revenu. Bah, Juste mes voir un peu proches m'ont comment ça même s'est dit passé. que, j'ai été changé quand je suis revenu, hein. Je pense que ce voyage, ça a été la transition dans mon caractère de l'extraverti à l'extraverti tempéré. C'est bien, t'as descendu d'un petit degré du coup. J'ai cultivé mon monde intérieur, comme on peut dire. D'accord, ok. Bah c'est ok, très bien. Et du coup, donc t'as repris tes études d'infirmier juste après pour les réussir. Alors l'année d'après, l'année d'après, Non, tu me dis l'année quelle d'après, fois? en fait, enfin la rentrée d'après quoi, si tu veux. L'année scolaire suivante, si on veut. D'accord, ok, très bien. Ok, et si j'ai bien compris, tout s'est bien passé. J'ai même eu Puisque un prix, donc pour te dire, j'ai été presque major, je pense. Il y avait pas de classement, mais vu, les éloges que j'ai eus, je me doute que c'était ça. D'accord, bon, c'est bien du coup, c'est très bien. Et du coup, moi, Et en juste même temps, pour j'ai mis 7 ans, donc il fallait avoir un bénéfice. bon, t'as pris ton temps. Ouais. C'est C'est comme ça. quoi des fois, il faut prendre le temps pour arriver Ce correctement. qui compte, c'est la destination. C'est l'arrivée, pardon. C'est voilà.
Moi, c'était pas ce dicton-là, c'était plutôt c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. C'est-à-dire que dans tout ce que tu vas entreprendre, les gens vont se rappeler de ce que tu as fait, et où tu es arrivé, pas de comment tu es arrivé. Hmm. C'est Ouais, assez rare. Même si c'est vrai que intérieurement et personnellement, c'est souvent la quête et le chemin qui est le plus intéressant. c'est ça. Moi, je parlais vraiment d'un point de vue intérieur, hein, ce qui va compter le plus pour toi. Ça, c'est ma vision, hein, je précise. Hein, voilà, je digresse un peu sur un autre sujet, mais je pense que voilà, le chemin, tout ce qu'on va faire pour arriver à nos buts, c'est ça qui va être le plus important. Parce que finalement, le but, c'est les gens vont le voir, ils vont voir que ça même. Ils vont pas voir tout le chemin que toi tu as fait personnellement pour y arriver. Toi, tu Mmh. dis que tu as mis 7 ans d'études pour être infirmier. Si je dis à quelqu'un que tu es infirmier, il va penser au cycle normal. Alors, je crois que c'est 3 ans les études d'infirmier. Ça, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Donc, tu vois, il va penser à ces 3 ans, il a fait 3 ans et il est infirmier. Alors que, bah, finalement, quand tu creuses un peu plus, tu vois que tu as eu un grand parcours. Certes, tu as doublé le temps pour faire les études, mais à côté de ça, il s'est passé plein d'événements où tu as construit finalement ton toit intérieur, ta méthode. Tu t'es formé aussi à la sophrologie en même temps. Toi, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tu n'as pas juste été un simple étudiant, façon de parler, pendant 3 ans. Tu as un énorme parcours de 6 à 7 ans, tout en sachant que d'autres en 3 ans ont un énorme parcours aussi, hein, je précise. Donc du coup voilà, c'est pour ça, tu vois, je me permets juste de dire que voilà, le chemin c'est sans doute le plus important finalement quand on y repense. Et du coup, donc, une fois que tu as eu ton diplôme, que tu es devenu infirmier, la préparation mentale, c'était venu finalement à quel moment dans tout ça? En fait, si tu veux, dans un premier temps, quand j'étais au fond du gouffre, je faisais des paris e-sport carrément et après, je me suis dit que c'était pas viable après avoir perdu 200 balles, surtout vu le temps que ça me prenait et j'étais passionné par, cet univers que j'avais découvert avec Ponfétude et StarCraft et je voyais qu'il y avait un engouement et qu'il y avait quelque chose à faire et qu'en tout cas, moi, ça me faisait vibrer et que, c'était là-bas que je pourrais, m'épanouir, le mieux. Donc je cherchais une voie professionnelle pour, rentrer dans ce domaine. Et en faisant, beaucoup d'introspection, que ce soit par de l'ikigai ou par la sophro ou d'autres choses, ce qui ressortait, c'était mes compétences, d'accompagnement principalement et d'écoute. Du coup, j'ai travaillé sur ça pour, me dire: «OK, donc je peux rentrer dans l'e-sport en étant accompagnant, à ce niveau-là». Bon, c'est la petite porte et c'est pas un truc, hyper, primordial et priorisé, donc il va falloir, y aller et puis être bon, quoi. Donc voilà, j'ai fait avec la sophro et puis j'ai fait avec, le DU et en continuant parallèlement, avec des expériences. Donc ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord, ok, très bien. Ok, bon, c'est venu petit à petit du coup, et du coup, Ah, tu as commencé. c'est ça, c'est tu rajoutes des pierres à chaque fois à l'édifice et je pense que surtout avec, notre profession, il faut montrer patte blanche. Donc à moins d'avoir un méga piston ou d'être, sorti d'une institution, qui vraiment met tout le monde d'accord. Genre, si tu as été stagiaire chez G2 ou un truc comme ça, c'est sûr que ça ouvre des portes. Mais non, non, c'est la méthode que moi j'ai suivie, c'est ça, c'est petit à petit, je fais mon nid. Oui, bien sûr. Puis bon, le milieu de l'e-sport, là on parle de préparation mentale dans le domaine de l'e-sport, hein. Je pense Mmh. que préparation mentale dans le domaine du sport pur et dur, voilà, je pense que le parcours est autre, pourrait-on dire. E-sport, oui, Plus si tu, académique, ouais. ouais, c'est ça. Bah, surtout quand tu vas, du coup là, je pense que sur ce point de vue-là, on a à peu près la même expérience. T'es obligé, oui, voilà, de, comme tu dis, montrer patte blanche, et t'es quand même obligé de, comme tu l'as indiqué, commencer par des associations où c'est du bénévolat au départ, où tu vas bifurquer en fonction des opportunités que tu vas rencontrer aussi sur le chemin. Euh, Mmh. ça se construit petit à petit avant sauf voilà, si tu tombes dans la grosse structure connue et qui, hop, c'est bon, t'as ton CV qui est fait, t'es tranquille, quoi. Si tu Mmh. n'as pas ça, faut y aller tranquillement, ça c'est sûr. Ok, très bien. Alors, au niveau de tout ça, moi ce que j'aime bien poser comme question en général donc à mes invités, donc le premier tu l'as cité, c'était Itaka, pardon. Le deuxième, je ne le dirai pas du coup pour garder le secret pour toi actuellement pendant cet Mmh. enregistrement là, mais normalement au moment de la sortie de cet enregistrement là, il y aura donc le deuxième interview. Euh, c'est bah, tout simplement, est-ce que tu as une définition qui t'est propre à toi de la préparation mentale? Moi, je suis parti, en fait, si tu veux,
l'enseignement de base avec la sophro, il est un petit peu, polymorphe, il s'adapte énormément à l'autre et pareil avec, le travail que j'ai fait dans les soins infirmiers, c'est très adaptatif et ça rejoint un petit peu ce que pouvait dire Itaka. Par contre, le moment où moi je suis, j'ai bifurqué, c'est que je ressens ce besoin de s'ancrer sur quelque chose, de prouvé scientifiquement et d'avoir un petit peu une légitimité scientifique qui se rajoute à ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait un DU avec l'université. Je voulais une structure et puis, plus de légitimité scientifique. Donc là-dedans, il y a des définitions qui sont données, partout et chacun essaye de se mettre devant pour être, bien vu. Mais moi, il y en a une qui a retenu mon attention, c'est celle qui consiste à dire qu'en préparation mentale, on développe des habilités mentales et cognitives et tout ça dans le but de développer, enfin d'atteindre un meilleur niveau de performance et le tout dans le respect de l'autonomie et du plaisir. Ça, c'est la base, à mon avis, je trouve qui résume très bien en peu de mots et après moi, au-dessus de cette base, je mets, des murs, de co-construction, je renforce le plaisir et puis, mon ADN, il est dans le dépassement de soi, dans le fait de réaliser son potentiel et peut-être même de réaliser, au-delà de son potentiel, qu'est-ce qu'il peut y avoir et de faire en sorte que la sortie de la zone de confort, elle soit confortable. C'est beau. C'est très beau. Sortie de zone de confort d'être confortable. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. C'est en soi, je comprends. Et puis c'est pour ça que je pose cette question-là en général, c'est que la définition, elle est multiple. Je pense Mmh. qu'on a chacun notre point de vue sur ce sujet-là justement, et c'est ce que je trouve intéressant de poser à chacun la question. Alors après, on a tous des points communs, ça c'est sûr et certain. Mais il y a toujours, je trouve, l'expérience personnelle qui se rajoute dans notre définition de la préparation mentale. Voilà, c'est petite chose que j'aime bien noter et souligner. Bah, du coup, avec cette définition-là, finalement, ton accompagnement, comment il s'oriente? Bah, déjà le début, c'est la rencontre et puis, l'établissement d'une, relation de confiance et bien comprendre la demande de la personne, s'assurer qu'on est, le professionnel adéquat ou en tout cas si c'est un professionnel qu'il faut. Parce qu'il y a tellement une myriade, de choses qui sont liées au mental qu'un préparateur mental ou même, enfin un infirmier, ne peut pas tout traiter. Que ce soit des pathologies, de temps en temps on me contacte en me disant: «Tiens, est-ce que, ça c'est intéressant de te voir si on fait une dépression?» Bah, oui, ça peut être intéressant dans un second temps, mais il y a des premiers mécanismes, à mettre en place pour, récupérer d'abord. Donc c'est ce genre de choses, moi, qui est hyper important dans mon début de pratique et puis ensuite, c'est, de voir quelles sont les affinités de la personne, quel est son univers et justement, quels sont les domaines de mes compétences et de choses que j'ai vécues qui, peuvent se rattacher à cet univers et que je vais pouvoir mettre à sa disposition. Et en fait, dans ce que j'essaye de chercher pour mettre à disposition, c'est les dernières innovations qu'on peut avoir par la recherche ou alors des choses un peu plus empiriques qui ont été, testées à droite à gauche et qui n'ont pas encore été validées par la recherche. Parce que c'est ça aussi, le jeu de notre profession, c'est que on marche, sur un filin entre, nouveauté et ancienneté, avec certaines choses qui sont totalement prouvées, d'autres qui sont enfin prouvés qui marchent, d'autres qui sont prouvés qui marchent pas, mais en fin de compte l'effet placebo marche, donc à partir du moment où quelqu'un me dit qu'il croit que, appliquer une crêpe sur sa tête, tous les matins, ça le rend plus heureux, je vais, aller dans ce sens. Même si je vais toujours, mettre un cadre en lui disant que je suis pas sûr que ce soit certain, mais si lui ça lui fait du bien, moi j'y vais, hein. L'effet placebo, c'est très efficace, hein. C'est très très efficace parfois. C'est même le meilleur outil, je trouve. Parfois, hein, je précise. C'est ça et c'est toute la difficulté de notre métier, je trouve, parce que cet effet placebo, on le porte d'une certaine manière, avec notre prestance, avec notre charisme et avec, bah, toutes les représentations qu'on accompagne, mais qui sont construites par, le coaché et du coup, c'est quelle est la limite de pouvoir en jouer pour que ça soit bénéfique pour, notre client? Il y a toujours, à se poser la question, à partir de quand je rends l'autre dépendant de moi et est-ce qu'il y a pas, un risque que je tombe dans le fait d'être un gourou? Typiquement, c'est Tout à quelque fait. chose auquel je suis très sensible et que je veux surtout pas créer. Je veux pas créer de dépendance. Comme je te le disais, l'autonomie des personnes que j'accompagne, c'est vraiment une clé et je préférerais même, avoir une personne 2 ou 3 fois et puis qu'elle roule et que je la revoie plus jamais, enfin, en tout cas, qu'elle fonctionne sans moi, que, d'avoir besoin de faire, 6-10 séances avec elle pour qu'elle ça fonctionne, quoi. Ouais, je comprends. Bah, tu vois, moi, c'est un peu comment dire, un dérivé justement donc de ma formation donc en hypnose, donc de thérapie brève, hein, finalement,
Mmh. ou les séances. Alors, accompagner quelqu'un sur le long terme, en soi, je vois pas de problème. Mais ça dépend juste de c'est quoi sur le long terme pour cette personne-là. Si sur le long terme, c'est plusieurs objectifs, ça me paraît normal, dans le sens où une personne vient avec une problématique, mais elle peut en avoir une autre qui se déclenche un peu plus tard, et donc on se revoit plus tard. Mais voilà, je mets un certain point d'honneur où, alors, je dis pas aux gens en 3 séances c'est fini, on n'en parle plus. Mais grosso modo, je cherche à faire déjà que les rendre comme toi, hein, finalement. Ce qui me tient à cœur, moi, par exemple, je compare nos deux méthodes, hein, surtout par ta formation de sophrologue et moi, ma formation d'hypnothérapeute. On est On cousins. est proches, voilà, on est cousins, même si certains sont pas trop d'accord. Moi, je pense qu'on est très cousins, on est même très très proches en réalité par nos Mmh. méthodes. Tu vois, ce que j'aime bien pour que de mon côté, que les gens, voilà, donc mes clients, deviennent indépendants, c'est leur offrir du coup la méthode de l'auto-hypnose, par exemple. Bien sûr. Ça soigne pas tout, encore une fois, ça soigne pas tout, ça n'accompagne pas tout. Toi, je parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me parlait de j'ai voulu arrêter de fumer, j'ai fait de l'auto-hypnose. Toi, je vais expliquer que c'est pas tout à fait adapté. Ça peut t'aider quand concrètement le tabac, il n'y a que le tabac que tu veux arrêter et qu'il n'y a Mmh. rien de plus que le tabac. Voilà, C'est pour expliquer. multifactoriel, hein, toujours, c'est sûr. Voilà, c'est ça, surtout le milieu de la cigarette. Tu vois, par exemple. Par contre, tu vois, un joueur qui veut juste apprendre un peu plus à gérer son stress, l'auto-hypnose, pour moi, est une bonne méthode à enseigner. Au-delà de la respiration, hein, je précise, permet de Mmh. travailler plusieurs choses. Donc, j'entends... et je suis plutôt d'accord avec toi sur cette notion c'est toujours comment dire, cette bascule entre ne pas être un gourou, parce qu'on peut le devenir, alors gourou au sens péjoratif du terme, hein, Mmh. on peut devenir le gourou malgré nous, mais en même temps, le but c'est d'accompagner au mieux la personne. Donc c'est comment tu balances les deux. Pas tomber dans le gourou, mais en même temps voir que la personne elle est dans, tu sais qu'elle va être indépendante de toi à un moment, et voilà, petite balance entre les deux. Moi personnellement c'est toujours un jeu d'équilibre, je trouve. Je sais pas si Mmh. toi de ton côté c'est un équilibre aussi à avoir qui est un peu difficile. Moi, j'ai 2 pierres angulaires dans cette, problématique-là qui font que je m'en sors, je pense, de façon honorable. C'est, «Je ne veux rien et je ne sais rien». Je pars toujours de l'autre et c'est une phrase que je ressors régulièrement dans mes coachings et ça permet de repositionner la personne au centre, du poste de commande et l'autre chose que je fais quand j'utilise des recadrages, c'est quand on me pose des questions, c'est: «Qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu ferais?» C'est remettre encore une fois, la personne, aux commandes et ça, c'est souvent, ce qui leur permet de retrouver leur pouvoir et même dans les soins infirmiers, c'est quelque chose qui m'était, très ça me touchait, c'est ça j'avais vraiment envie de développer ça, c'était le fait de donner le pouvoir à la personne pour pouvoir se soigner elle-même. On 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 ne sait jamais aussi bien comment se sent une personne qu'elle-même. Comment c'est un Mm. cancer du sein, même si tu es passé par là, c'est pas la même chose d'une personne à l'autre. Tu as pas son contexte et cetera et je rebondis sur, ce que tu disais au début, il y a toujours des demandes cachées qui arrivent après, heu, tu consultes, pour, un 1er, objectif, un premier problème, un blocage, mais très souvent il y a d'autres choses qui sont en jeu derrière et on traverse dans nos vies à peu près une crise tous les 6 mois et l'idée, c'est d'avoir des outils pour pouvoir gérer cette crise et l'auto-hypnose, comme tu le dis, c'est, quelque chose qui nous permet de faire hop là, une petite réception, sur, la chute qu'on était censé faire. C'est ça, Après, je parle d'auto-hypnose, mais ça peut tout être toute autre méthode, hein. Et alors, Bien du sûr. coup, comme on parle là t'as parlé donc du soin infirmier. Là, je le sais, j'en ai parlé un peu en amont, que j'allais te recevoir pour cette interview avec ma compagne, du coup. Et elle m'a Mmh. posé une question, elle m'a dit ce serait intéressant que tu lui poses la question. Et donc, du coup, je me permets de te poser la question venant de sa part. Euh, dans ton accompagnement, finalement, c'est quoi la place du soin? Voilà, grosso modo. Où est la place du soin dans ton accompagnement? La place du S'il y soin, a. elle est d'abord dans l'empathie et dans l'écoute. Enfin, en tout cas, la dimension enfin, la part de l'infirmier qui est très vivante dans mon activité de coach, c'est ça. C'est la position basse. C'est accueillir, recevoir le vécu de la personne sans s'identifier à ce vécu pour pas s'infliger la douleur ou au contraire trop vivre ses réussites et perdre de vue du coup l'objectivité qui est intéressante dans un coaching et dans une relation d'aide. C'est la relation d'aide, c'est ça, principalement et c'est ce qui me portait, pendant mes études, c'était de se dire que rien que le fait de pouvoir parler avec quelqu'un pouvait le soigner et
je suis transporté par cette idée-là de se dire que les mots, ou alors juste le timbre d'une voix ou juste une présence même, heu, quand j'ai travaillé en psychiatrie et que j'ai accompagné des femmes battues, juste, le fait d'être à côté d'eux et c'est enfin, j'ai vécu des trucs qui étaient assez bouleversants et tu te dis que, on a vraiment de la magie blanche entre les mains, quoi. C'est les accords Toltec disent ça et j'aime bien le reprendre, c'est on peut faire de la magie blanche avec notre parole, avec qui on est et c'est ça la place du soin dans mon activité. Bah franchement, je pense que ça c'est une réponse qui va lui plaire. Pour être honnête, je pense que ça va lui plaire du coup. Donc voilà, tu vois, je savais pas exactement comment tu allais répondre, qu'est-ce que tu allais amener. Bon, clairement c'est une réponse qui me parle beaucoup, qui parle beaucoup aussi à ma compagne du coup. Donc bah c'est parfait, je te dirais bien. Merci pour cette réponse très claire. Et du coup donc pour cet accompagnant, alors là on parlait du côté infirmier et pardon, excuse-moi. quand quand tu accompagnes un athlète, alors tu accompagnes essentiellement des, ça je l'ai pas forcément dit, essentiellement des e-sportifs ou tu accompagnes également des sportifs par ta carrière de haut niveau. En fait, avec la sophro, au début, c'était même pas des sportifs que j'accompagnais, mais des étudiants beaucoup. Des personnes qui passaient, le concours d'internat en pharmacie, en médecine et qui voulaient se préparer au mieux. Donc c'est avec eux que j'ai commencé à travailler et j'ai eu à chaque fois des super retours. Donc c'est un domaine où, l'accompagnement peut vraiment avoir une plus-value et moi, ça m'a fait me dire: «Putain, mais j'ai fait médecine, pourquoi je me suis pas fait aider comme ça, bordel?» Ouais, peut-être Donc que c'était voilà. pour donner de l'aide toi-même justement à la fin, hein. Ouais, oui, mais c'est je t'ai dit, ma vie d'étudiant a été, couronnée d'échecs à droite à gauche, j'ai appris la défaite et du coup, j'en ai appris beaucoup et après quand j'ai continué à me former, enfin pas à me former, mais à prospecter et puis à proposer, mon aide à droite à gauche, j'ai eu, ma première cliente, dans le domaine du sport. C'était une nana qui faisait de la force athlétique et qui même de l'haltérophilie aussi, avec, toute une notion, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails et en fait, du coup, j'ai commencé avec le sport, au final. Après, j'ai refait un peu d'e-sport et tout du long, en fait, je me fais solliciter par, soit mes proches qui ont des événements sportifs, ou des choses, qu'ils veulent préparer au mieux et là, je les accompagne bénévolement. Mais récemment, là, j'ai rencontré une joueuse de tchoukball. Est-ce que tu connais le tchoukball? Pas du tout. Explique-nous ce que est le tchoukball. Le tchoukball est un mix entre, le volleyball et le handball. C'est-à-dire que tu as le même terrain qu'au hand, sauf qu'à la place d'avoir des buts, tu as des, trampolines à 45 degrés où tu dois jeter la balle dessus et elle doit rebondir dans le terrain sans être rattrapée pour marquer. Et il s'avère que j'ai rencontré une, joueuse de l'équipe nationale suisse qui est, au poste de top scoreuse, si j'ai bien compris et que j'ai commencé à accompagner là récemment pour, D'accord. préparer les championnats du monde, qui vont jouer, en juillet prochain. D'accord, du tchoukball, ok. Mmh. Faudrait que j'aille voir ça, ça m'intrigue. Tu vois, terrain de hand du coup avec des trampolines à 45. J'ai du mal à visualiser un peu le terrain à quoi il ressemble exactement. J'irai Alors c'est voir un sport où il y ça. a pas de contact, mais c'est très aérien et très technique, quand c'est, à haut niveau, c'est très agréable à regarder. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment l'aspect volleyball, c'est ça, hein. En gros, le côté aérien, je précise. Construction, ouais, c'est ça, tu te retrouves à avoir, un ensemble de passes et de touches, pour désorienter l'adversaire et essayer de les prendre à défaut, quoi. D'accord, ok. Et du coup, alors pour ce que j'aime bien aussi moi comprendre des fois, c'est je pense que les publics sont différents en fonction du sport hein, en général. Mmh. Et du coup, donc, entre l'accompagnement de sportifs classiques, pourrait-on dire, et de e-sportifs, du coup, est-ce que tu as Mmh. vu une différence, toi, au niveau des demandes, ou non, tout simplement? Ouais, 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 ouais. Dans tous les cas, la chose qui est commune, c'est qu'ils veulent tous dépasser leurs limites et la plupart du temps, ils le font aux dépens de leur corps ou de leur psyché. Et c'est souvent ça qui les amène à des points de rupture où après ils souhaitent être accompagnés pour éviter que ça se reproduise. En l'occurrence, dans le sport, on m'a beaucoup, parlé de douleur et de gestion de douleur pour pouvoir, continuer de perf et puis, réussir à passer au travers de la douleur pour continuer à être à l'aise et cetera. Il y a toute une notion sur ça et la gestion du stress. Après la différence entre, les, joueurs d'e-sport, les joueurs d'e-sport, ils sont plus sur de la gestion émotionnelle et de la confiance. Donc ça se croise assez régulièrement avec le sport traditionnel, mais il y a plus d'intensité, je trouve, dans le sport, conventionnel. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a un engagement physique,
ils se retrouvent vraiment beaucoup plus, engagés dans ce qu'ils font et c'est plus difficile de se retrouver à faire, un entraînement de tchoukball, ou de la muscu, jusqu'à, 3 heures ou 5 heures du matin. Tandis que dans l'e-sport, les joueurs peuvent se retrouver à faire, courir après la victoire pour, se coucher sur une victoire et du coup, ils se couchent à 5 heures du mat. Ok, ouais, je comprends. Après, voilà, il y a l'aspect physique hein, dans le jeu aussi, mais il Mmh. va être il va être moins prononcé au sens où je pense qu'au niveau e-sport, c'est plutôt de l'endurance, au sens pur, où il y a des joueurs qui peuvent jouer à 14 heures, alors que je prends le cas du tchoukball, du coup, Mmh. par exemple, où je ne pense pas que là par contre, la joueuse peut jouer à 14 heures non-stop de tchoukball. Elle va se dépasser au maximum en termes d'entraînement, mais il y a quand même une fin où le corps, tout simplement, il n'en peut Mmh. plus. Physiquement, il doit s'arrêter, sinon on risque l'accident. Et comme tout sportif, je pense qu'il faut éviter, ils évitent l'accident. Ils cherchent pas à être en arrêt, effectivement. Ok, Il y a des spécificités avec chaque sport. Si tu veux, League of bien sûr. Legends, un best of 5, un meilleur de 5, c'est je trouve assez similaire en termes de demande, énergétique que, un 3-7 gagnant au tennis. Ça peut D'accord. durer 5 heures aussi et c'est très demandant. Contrairement à ce qu'on peut voir à l'extérieur, c'est notre cerveau qui consomme le plus d'énergie dans notre corps. Bien sûr. Donc d'être, focus sur ces 5 heures, avec, l'ensemble des informations que demande, de traiter, l'e-sport, ça rivalise totalement avec la dépense énergétique, du tennis. Même si c'est clair que c'est pas les mêmes, dépenses. Oui, et puis la fatigue, elle sera. De toute façon, elle sera. Alors, déjà de base, comme tu l'as expliqué au début, c'est propre à chacun, nos objectifs et ainsi de suite, notre ressenti du coup. Et effectivement, la dépense sera la même, mais le ressenti sera complètement différent. Il y en a même, au contraire, je pense que plus ils se dépensent, plus ils se sentent fatigués, plus ils sont satisfaits. Parce que pour eux, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose. Donc, ceux-là n'ont peut-être pas besoin d'accompagnement finalement, parce qu'ils arrivent de eux-mêmes à se dépasser leurs limites, tout ça, sauf cas exceptionnel. Et à l'inverse, voilà, il y a des gens où 5 heures, faut les tenir, quoi. 5 heures, quand t'es concentré au maximum, faut vraiment les tenir. Et c'est là, les outils sont importants. Tu vois, je pensais à ton interview, par exemple, où tu parles de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est un outil, je trouve, bien pour justement Mmh. préparer à l'endurance dans certains cas. Alors, en adoptant, bien entendu, la méthode, mais en général, je trouve que voilà, elle permet de, un peu comme l'auto-hypnose, elle permet de préparer à l'action, je trouve, Ouais, de mon point de vue. carrément. Après, c'est ce que tu dis, hein, c'est la personnalisation des outils qui fait, leur pertinence et l'appropriation qu'en font, les personnes qui reçoivent, toutes ces ressources et c'est là où je trouve l'expertise, d'un préparateur ou d'un coach ou autre professionnel de l'accompagnement, ça va être de trouver l'angle par lequel introduire, les différents moyens qui sont possibles pour, gagner en maîtrise sur soi et sur, les éléments qui comptent pour la personne. Bien sûr, et puis l'outil de toute façon les outils pardon doivent être tout le temps personnalisés. Toi, si je compare au moment où j'ai commencé moi de mon côté à être formé en hypnose, on t'apprend les bases, mais clairement on te le dit que les bases c'est bien. Mais ce qui va faire la différence entre un hypnothérapeute et un bon hypnothérapeute, ça va être finalement la personnalisation de l'outil, où on va s'approprier l'outil pour je dirais, le réinventer avec notre propre déjà environnement à nous, mais surtout avec l'environnement de la personne qui vient nous voir. Et c'est là où on va voir une différence, voilà, entre quelqu'un qui juste lit un script, parce que ça existe, hein, il y a des gens qui lisent juste des scripts en hypnose, et à Ça m'arrive l'inverse de temps d'autres. en temps. Ah ouais, tout à fait. Hein. Tu vois, moi, les scripts, je suis pas contre dans le sens où ça peut te permettre d'amener la créativité à un moment où tu peux être en sec. Parce que, bon, quand même, inventer des métaphores, des suggestions tout le temps, des fois, je le reconnais moi-même, je suis un peu épuisé de tout ça. Par contre, voilà, quand tu lis à 100%, ça va te dénaturer parce que tu vas ne pas Mmh. forcément adapter ton script. Tu vois, même quand je lis des scripts, pour ma propre connaissance, hein, je réadapte en fait finalement tout le vocabulaire parce qu'il y a des trucs qui sont pas Bien sûr. appropriés. Donc effectivement, le côté donner un outil, le personnaliser, et même le joueur, hein, moi je sais que ça m'est arrivé de donner des outils type de respiration, de donner des consignes, on va dire. Par contre, si le joueur me dit la séance d'après parce qu'il a pas tout à fait compris, il me dit ça n'a pas fonctionné, je lui dis mais adapte-le à ta vie, à ton mode de vie. Je te donne la base de comment ça fonctionne théoriquement. À côté, tu fais parce que tu veux, tout en restant dans un cadre, tu l'adaptes à ton moment.
tout simplement. Tu vois, rien que le temps. Le temps, je sais que ça, de mon côté, je sais pas si toi ça a été le cas, mais le temps de l'exercice de respiration, on m'a souvent dit, tu vois, par exemple, 5 minutes, c'est trop long. Ou à l'inverse, c'est trop court. Bah du coup, tu vois, je disais, bah, en fait, tu l'adaptes. Si toi, il te faut 3 minutes, fais-le 3 minutes. S'il te faut 15 minutes, fais-le 15 minutes. C'est ton choix. Faut juste que ce soit adapté à toi. Si tu en as besoin, il faut le faire. Faut pas le faire pour le faire. Faut surtout que ce soit adapté à toi. Voilà, c'était... Tout à fait. Mais par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même de partir de la base originelle de l'outil. Parce que typiquement, moi, c'est ce côté-là que j'apporte de plus en plus, c'est la rigueur scientifique. Et de se dire que bah, si telle méthode fonctionne dans tel cadre, commençons par ce cadre-là. Et après, vu que chacun est différent, encore une fois, les effets placebo et tout ça, et les enjeux de croyances qu'il peut y avoir autour, adapte-le après à ce que tu penses être le meilleur. Typiquement, j'ai un joueur qui me disait que la cohérence cardiaque, pour lui, c'était quelque chose qui lui permettait de se mettre en tension et de s'activer. Alors que la cohérence cardiaque que je lui ai présentée, c'était une cohérence cardiaque relaxante. C'est assez drôle, du coup. Ouais, complètement. Et du coup, après, moi, j'ai embrayé sur ça et j'ai fait: «OK, bah, ça fait partie de ta routine, utilise-le comme ça». C'est au final une façon pour lui de rentrer, dans le tunnel de préparation et de focus pour, les moments où il veut être performant. Donc, ça a du sens à ses yeux, mais à la base, c'est parti de quelque chose de scientifique et quelque chose qui était forcément approuvé et c'est là où, c'est un petit peu ambivalent parce qu'on a envie, en tout cas moi je ressens ce besoin d'aller chercher des nouvelles techniques à droite, à gauche tout le temps, mais le temps que la recherche actualise et puisse te dire: «OK, vas-y, ça c'est bon» et cetera, bah, tu peux pas te permettre de tout proposer à tous les profils. Donc Non, non. Et puis, il existe, honnêtement, il existe tellement d'outils, tellement de méthodes. Entre justement, quand tu dis cet aspect, faut que ce soit prouvé scientifique, le temps que ça le soit aussi également, euh, tu peux pas tout apprendre, tu peux pas tout faire, tout proposer. Il y a des limites. Après, je pense, tu vois, on parle d'outils justement de cohérence cardiaque, et ça c'est bien, ça découle de la question suivante. Je pense qu'on a tous des outils un peu phares, finalement. Tu vois, alors, toi et moi, je sais. Alors, je dis toi et moi, mais plus moi, du coup, dans mon cas, en tant qu'hypnothérapeute, je sais que l'hypnose, c'est mon outil phare. Voilà, c'est mon petit joyau à moi, pourrait-on dire. Et c'est l'outil que j'utilise le plus dans mes accompagnements. Toi, dans ton accompagnement, tes accompagnements, est-ce que tu as des outils qui sont, voilà, qui te sont favoris, tu vois, comme un peu la cohérence cardiaque, ou en soi, t'as pas vraiment de favoris, tu as juste un éventail et tu le proposes comme ça en fonction des profils? La cohérence cardiaque, c'est clairement, au centre de pas mal de choses et je me suis beaucoup documenté sur le domaine et j'utilise, des appareils de biofeedback, c'est-à-dire une petite pince qu'on met soit sur, le bout du doigt, soit à l'oreille, qui permet d'avoir un retour direct et de voir pour, la personne à quel stade elle en est et comment ça fonctionne et ça lui permet vraiment du coup de s'investir et de se sentir l'effet que l'exercice peut avoir sur elle et comment elle est après et cetera. Mais je vais te sortir autre chose, comme ça va te faire du contenu un peu original. Ce que j'utilise aussi et qui a beaucoup de succès, c'est l'entretien d'explicitation. Explique-nous ce que c'est l'entretien Eh bien, je d'explicitation. t'explicite ce que c'est, Eh l'entretien ben, d'explicitation. explicite-moi ça, du coup. En fait, il faut savoir qu'on a différents types de mémoire, dont une que l'on appelle la mémoire procédurale. C'est, notre mémoire des gestes, des actions qu'on a entreprises, et cetera. Et en fait, c'est, quelque chose que j'ai appris à la fac là justement, qui est un point central de la formation. C'est de permettre à la personne que l'on accompagne d'accéder à cette mémoire-là et de la transposer non pas dans un souvenir, mais dans sa mémoire, du mouvement et des choses qu'elle a ressenties. Et ça permet, en fait d'aller chercher à quel moment il y a eu un blocage ou à quel moment il y a eu un déblocage. Et vraiment, que ce soit dans l'e-sport ou dans le sport, c'est un processus qui permet de se reconnecter à des choses que on a laissées derrière dans notre inconscient et qu'on n'a pas fait gaffe et cetera et on revit d'une certaine manière la situation et on voit que, bah, on avait des outils, qu'on a utilisé telle et telle chose ou alors que tel élément extérieur nous a aidés et que du coup on peut essayer de l'attraper pour pouvoir le remettre dans le futur et dans, l'activité présente et c'est quelque chose qui est hyper riche et que je pense c'est pas forcément très développé en plus. Ouais, parce que ça me fait penser à de la visualisation, mais un peu inversé, j'ai l'impression. Tu as un exemple là concret de la mise en application justement de cet outil?
juste pour les auditeurs et pour moi-même, du coup, pour un peu comprendre comment il fonctionne. Tu veux Voilà, dire avec un cas. présenter le protocole un petit peu, comment ça se passe, ou plutôt les Ouais, résultats? bah plutôt le protocole, vraiment le protocole, les résultats, Mmh. j'inviterai tout le monde à aller se renseigner après, mais plutôt ouais, le protocole pour comprendre. Je pense qu'à partir du protocole, on peut imaginer déjà des premiers résultats. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, la base, c'est un entretien, donc c'est, comme, ça c'est au début, c'est, vraiment, sur, l'échange, sur, l'observation que je vais avoir de la personne pendant l'échange, mais il y a quand même des grandes clés par lesquelles passer et c'est quelque chose qui se fait pas dans un état modifié de conscience, hein. Ça peut être les yeux fermés, ça peut être les yeux ouverts, ça peut se faire très rapidement comme ça peut prendre du temps. Mais en fait, on doit passer par 2 étapes très importantes, qui est la première, le contrat que tu établis d'un point de vue communication. Tu dis à la personne que tu vas la mettre, bah, tu lui proposes, si elle le souhaite, de prendre un temps pour laisser revenir telle ou telle situation, qui peut être en lien avec un blocage ou avec, un déblocage et une fois que ce contrat est mis en place, bah, tu vas rentrer dans cette situation et tu vas essayer de guider la personne pour rester dans cette situation parce qu'on a tendance à en sortir. C'est pas quelque chose d'instinctif, donc il faut l'attraper au vol. Il y a certains signes physiques qui montrent, qu'on y est. L'abaissement, des épaules, le ton de la voix et puis, aussi, les verbes et les mots qu'on emploie, qui sont vraiment des choses, caractéristiques, de la vivance, comme on dit en sophrologie, qu'on pourrait appliquer ici aussi. Et du coup, on va demander à la personne de nous faire un signe pour, nous dire à partir du moment où elle, ressent et elle a fait remonter à sa conscience, ce moment et le but en tant que professionnel, c'est de l'accompagner dans ça. Donc je vais lui demander où elle est. Je vais lui dire: «OK, tu es où?» Je vais utiliser des verbes du présent et d'action la plupart du temps. Mais étant donné que je cherche un état spécifique, ben, potentiellement ça peut mettre du temps et du coup, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience et d'énergie au client parce que je vais aller le ressolliciter sur des moments précis. Vraiment à chaque fois, je vais revenir sur des choses, qui peuvent être insignifiantes et même des fois, je peux être agaçant. Parce que du coup, je revenir sur une situation, la personne, paf, elle part, elle: «Ouais, à ce moment-là, je me rappelle, c'était comme ça et tout». Bam! Il dit: «Je me rappelle». Non, 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 c'est pas ça. Tu pas dans l'évocation, tu es, dans le souvenir. Donc pouf, tu repars, tu dis: «OK, mais du coup, tu es où?» Tu vois? Tu es vraiment en mode cadran et là, plutôt que d'avoir une posture basse, tu es dans le dessus et tu vas Hmm. diriger vers vraiment, ta loupe, quoi. Tu vas chercher un truc et tu vas aller du plus près possible pour, que la personne puisse, bah, ressortir de cet échange, quelque chose qui va lui servir ou alors, un éclairage. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais, c'est pas la vivance, c'est l'évocation D'accord. et c'est vraiment ça l'état qu'on recherche, chez la personne pour, accéder à sa mémoire procédurale. Ok, je trouve ça intéressant. Alors moi, ça me fait penser à une méthode, sais pas si en sophrologie vous l'avez, mais ça me fait penser tout simplement à la régression. Je sais qu'en hypnose, on a un protocole Mmh. sur la régression, alors un peu différent, bah voilà, en hypnose, alors les gens peuvent parler en hypnose, il n'y a aucun problème. Mmh. C'est pas ce qui est enseigné en général, même si c'est très intéressant de faire des séances où la personne peut parler, au Mmh. sens, voilà, c'est un accord ensemble et la voix est différente sous hypnose, hein, je précise, donc ça peut Ah être oui, oui, perturbant, oui, oui. ça peut être assez perturbant pour la personne qui fait l'hypnose, tu vois, c'est-à-dire à moi par exemple, où bah là j'entends la voix de la personne sous hypnose, c'est pas du tout la même en général entre la voix éveillée et la voix, du coup, on va dire non éveillée, façon de parler, et, euh, et c'est vrai que ça me fait penser à cette méthode un peu de régression, alors même si là, toi, il y a cette notion d'être dans le présent. Moi, la méthode de la régression, quand on l'utilise, on évite justement d'être dans le présent. Là, toi, c'est plutôt un blocage au niveau sportif. Donc, en général, c'est On plus est ça dans me fait le penser. mouvement, on est dans le Voilà, geste et c'est ça. c'est vraiment une mémoire différente. Typiquement, on m'a mis en garde sur, la porte des émotions. Tout à fait. Si la personne apporte ces choses-là, j'évite d'y aller. Parce que je sais que c'est l'ouverture à plein de choses, à plein de ressentis et que dans ce type d'état, ben, c'est pas ce que tu recherches et tu seras pas capable de gérer tout ce flot-là. Nous, on Tout veut à fait. vraiment aller chercher à la loupe et vraiment le Les petits gestes, quoi. une Ok. technique un peu similaire aussi en sophro que j'utilise rarement au final, mais qui est,
une façon d'accéder à sa mémoire inconsciente. C'est après, pareil, un petit peu le même bail, mais pas sur la même partie, de notre cerveau, de notre conscience. Ouais, bien sûr. De toute façon, moi, la régression, tu vois, pour faire un peu un parallèle, pour montrer quand même que c'est deux méthodes assez différentes, quand tu fais une régression en hypnose, la personne, elle est pas associée à elle. Elle est tout le temps Mmh. dissociée d'elle-même. Justement, Ouais, pour éviter ce flot d'émotions qui peut ressurgir à tout moment, parce que, bah voilà, en hypnose, même en sophrologie, si je dois mettre les deux justement en parallèle, il y a des mots que je peux prononcer qui, pour moi, tu vois, je dis escalier, pour moi, ça n'évoque rien. Bah, pour la personne, ça peut évoquer quelque chose qu'elle a vécu à une époque en fonction de là où on est dans la régression. tout Et à fait. voilà, avoir un flot d'émotions, Dégringoler. voilà, alors encore une fois, hein, dans les méthodes comme l'hypnose, t'as des fusibles qu'on appelle vulgairement des fusibles pour Mmh. voilà se Comme en sophro. sécuriser de ça, comme en sophrologie. De toute façon, on est cousins, qu'on soit bien d'accord, nous sommes très très cousins en soi. Du coup, voilà, en gros, il y a les fusibles pour ça. Mais ouais, il y a toujours quelque chose, ces fameuses émotions. C'est le point commun entre la méthode que tu viens de nous décrire et du coup la régression en hypnose, c'est trouver un moyen de pas être attaché aux émotions, sinon bah s'ils surgissent, ça risque d'être compliqué quoi. Mmh. Ouais, Si je ouais, dois ouais. faire un parallèle quoi. Que ce soit Alors par des suggestions en hypnose, avec les fusibles, et la sophro ou, par, du recadrage dans l'entretien explicitatif. c'est ça, tout à fait. Donc ok, très bien. Bah tu vois, c'est bien. Je connaissais pas du tout cet outil. Je trouve ça intéressant du coup cette notion de travailler dans le mouvement. Tu t'en es servi récemment ou pas du tout? Oui, je m'en suis servi avec un joueur FIFA. Un joueur FIFA. D'accord, ok. Et grosso modo, ça, si ça peut te dérange pas, grosso modo, c'était quoi le but de travailler avec cette méthode du coup? Vous avez Le fait but, c'était de quoi? revenir sur une période où il avait beaucoup de réussite et il se sentait vraiment très à l'aise dans le déploiement de son jeu et dans ses sensations corporelles. Et la recherche, c'était, qu'est-ce qu'on pourrait aller, prendre de cette période-là? Qu'est-ce qui était, caractéristique de ces sensations? Un petit peu comme la recherche d'un ancrage passé. Mais Hmm. là, du coup, on a récupéré une phrase et c'est cette phrase maintenant qui dit, à chaque fois en routine de pré-match. D'accord, ok. Ouais, c'est un peu la recherche de ressources dans des moments où on brillait, pourrait-on dire, et les ramener dans maintenant finalement, C'est ça comme tu l'as dit. et ça fait complètement, sens avec, ma valeur qui est de se dire que, bah, tout est dans la personne, enfin, la plupart des choses sont déjà dans les personnes que j'accompagne donc les mettre au centre, des possibilités et de leur change de hein? Les mettre au centre de leur capacité à changer, c'est vraiment, le top, je trouve. Ouais, ça me fait penser à un TED Talks, alors un peu vieux maintenant, d'un hypnothérapeute qui était danseur initialement et qui explique un peu sa vision de l'accompagnant. Que j'ai trouvé vraiment très belle. Je t'enverrai le lien si tu veux. Avec plaisir. Où en fait il explique que lui, le métier d'accompagnateur, voilà, d'accompagnateur en tant que professionnel de l'hypnose, c'est finalement t'es pas là pour dire à la personne, c'est pas notre métier de dire comment tu vas aller mieux. C'est plutôt Mmh d'être juste à côté d'eux, tout simplement avec une lampe et les orienter vers les chemins qu'ils veulent aller et de d'éclairer le chemin et en fonction de leur choix d'y aller ensemble. Voilà, et c'est la personne qui choisit finalement où elle veut aller et comment elle veut faire. mh. Et j'ai trouvé que la vision était intéressante et ça fait écho là à ce que tu dis où toutes les ressources pour chacun pour la préparation mentale, elle est en nous finalement. L'accompagnateur, il est là pour nous amener à comprendre, à rechercher, mais c'est pas toi Fabien qui sait comment moi je vais aller mieux, tu vois, façon de parler, je vais atteindre mon objectif. C'est finalement propre à chacun. En nous, on a déjà tout. Il faut juste voilà le creuser et c'est là où il est important d'avoir un professionnel. C'est que le professionnel va avoir je dirais les bons mots pour t'y amener vers cette recherche de ressources ou tout simplement de performance. Je devais Yes. résumer. Bah, c'est la position du thérapeute, hein, d'une certaine manière, ce que tu décris tout à fait, hein C'est ça, et tout à fait. c'est ce qui était difficile pour moi dans ma formation. Parce que moi, j'étais beaucoup dans le faire, je voulais apporter des choses, je voulais donner et puis, que la personne, se sente, stimulée comme moi j'aime être stimulé. Mais, au final, les fois où j'ai le meilleur résultat, c'est les fois où j'interviens le moins, j'ai l'impression. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Je trouve ça intéressant de dire que les fois où tu as des résultats, c'est là où tu interviens le moins.
Je trouve ça drôle du coup, tu vois. Ça montre voilà que des fois juste une présence aussi, ça peut être plus efficace que 1000 mots. C'est ça, bah, typiquement, la plupart du temps quand j'accompagne une équipe, c'est parce que je suis recruté par, l'entité, pas par le joueur. Donc c'est une approche qui est un peu particulière. Tu dois d'autant plus créer un lien de confiance et potentiellement, bah, tu vas rien apporter et encore plus quand tu as des écarts culturels comme ça a pu être le cas quand, j'étais dans des structures qui avaient des inters et du coup, bah, là, c'est OK, quels sont tes besoins? Nani nanana. C'est, se voir, tous les mois, une demi heure? OK, ben, on se verra, tous les mois une demi heure. On part sur ça et on réadaptera si jamais tu ressens le besoin de plus. Mais, ça part sur, bah, le respect de l'autre et de son espace avant tout, quoi. Et D'accord, ok. finalement, c'est cette personne que j'ai le moins vue dans cette équipe qui a eu le plus de levier sur la performance, globale, je trouve. En tout cas, de mon point de vue. Bien sûr. Et du coup, alors, je vais tousser, excusez-moi, 2 petites secondes. Et du coup, donc, alors moi, tu vois, ce que j'aime bien aussi dans ton approche, c'est que tu vois, il y a l'approche du coup très thérapeutique, Mmh. cette position basse, cette notion de basse, et l'approche également donc scientifique, très scientifique, je pense, de voilà, c'est ce qui pourrait te définir, je sais pas si je me Tout à trompe fait. dans ce que je dis. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement dans ton accompagnement, quand tu as fini tes accompagnements, comment tu mesures ton suivi? Est-ce que tu as une base scientifique, c'est-à-dire tu notes, tu tiens un petit grillage, je sais pas, ou c'est juste le résultat? Tu vois, comment en tant que personne scientifique, comment tu attestes de l'efficacité de ce que tu fais? C'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est en mouvement, je pense assez régulièrement et j'avais l'occasion d'en débattre avec des confrères d'ailleurs il y a pas si longtemps. En fait, mmh, l'évaluation de mon intervention, quand c'est une commande d'un groupe, d'une équipe qui comme on disait plus tôt, j'essaye de demander des objectifs, à mes recruteurs et du coup de voir si ces objectifs, il faut pas les remodeler parce que très souvent ce sont des objectifs de résultats et on essaye de les j'essaye de les accompagner vers quelque chose de plus, adapté à ce que je propose et quand c'est sur de l'individuel, même, enfin que je fais même, dans comment ça s'appelle? Quand c'est pas les personnes qui me intervention. Je fais toujours en sorte d'avoir un mi-chemin. À mi-chemin, je leur demande, comment, enfin, il y a plusieurs critères que j'évalue. Ça après ça peut changer en fonction des personnes, mais il y a toujours les critères qui sont propres à moi. Je pourrais reprendre, la fiche, mais de tête là, c'est tout ce qui va être est-ce que, enfin, ça va être une échelle avec, pas du tout satisfait, moyennement satisfait, satisfait, très satisfait et ça je vais demander à la personne d'évaluer l'empathie qu'il a ressentie, la disponibilité, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La pertinence, des contenus apportés, ce genre de choses. Donc je passe beaucoup par l'auto-évaluation de mes clients et à partir de là, je leur demande si leurs objectifs ont réussi à être définis clairement et s'ils ont pu les atteindre. S'ils vont réutiliser les choses, que l'on a vues ensemble, c'est toute cette notion, bah, d'autonomie, encore une fois, qui c'est un des facteurs, moi, qui me plaît beaucoup de voir et au final, c'est eux qui vont me dire si, c'est performant et si, c'est des choses qui sont valides. Je leur demande très souvent aussi, je fais un listing des différentes activités qu'on a pu faire, que ce soit de l'individuel, du groupal, du team building, de la relaxation, des choses plus dirigées, des choses moins dirigées. Voir quelles ont été celles qui ont eu de l'impact pour eux et après ça me permet au fur et à mesure de faire un listing, en fonction des profils, des différentes, méthodes qui accrochent le mieux. D'accord, en fait, c'est des mini-feedbacks que tu demandes à chaque fois, et de ces feedbacks, tu en conclus, pourrait-on dire, des pistes d'amélioration, je pense, de ton accompagnement. Tout à fait. D'accord, ok, c'est intéressant de ces mini-feedbacks. Alors moi, c'est vrai que c'est plutôt oral. Je suis dans la tradition orale depuis une éternité, je pense, et je fais tout à l'oral. Et du coup, toi, voilà, tu notes, Et du coup, alors, ma question, c'est que tu as eu des feedbacks, peut-être des fois pas, je pense, excellents, façon de parler. Ça arrive, hein. Il y a toujours l'un ou toujours l'autre. Est-ce que du coup, qu'il soit bon ou mauvais, le feedback, ça t'a permis d'améliorer ta vision ou ton accompagnement?
Souvent, les feedbacks les plus durs que j'ai eus, c'était, il y avait en plus un fossé, social, enfin pas social, mais culturel, parce que c'était des nationalités différentes. Mais, très souvent, en fait, moi, c'est des occasions d'apprendre, des nouvelles postures. Typiquement, être face à une personne qui est, dans l'opposition et qui est dans la toute-puissance et qui te dit: «Non, non, non, moi je j'ai aucun problème à gérer mes émotions», très masculin, à se dire: «Non, non, moi, si, j'admets une faiblesse, je meurs et du coup je m'écroule. Du coup ma masculinité m'impose de dire que je suis le meilleur et que je peux tout gérer». Du coup, la fois où j'ai accompagné cette personne, je me suis un peu pris un mur, qu'on se le dise, et il m'a fermé la porte. À juste titre, parce que moi je suis arrivé avec, mon accompagnement tout doux, tout gentil, tout pipou, sauf que lui c'était un dur. Donc ça ne marchait pas. Mais en l'occurrence, ça m'a permis après, de recroiser des personnes qui avaient, ce type de personnalité-là et d'éviter de me prendre le mur et du coup de créer du lien avant tout et avec le temps, au final, de réussir à voir, les différentes aspérités sur lesquelles je pouvais m'accrocher pour monter et passer, cet obstacle. Ouais, ok, c'est bien du coup finalement le feedback mauvais au départ t'a permis de t'adapter en fonction de la culture, si je dois résumer, de Mmh. la Ouais, personne et justement de te réadapter. C'est ça finalement la position, je pense, la plus délicate, c'est de s'adapter tout le temps. On s'adapte tout le temps à la personne qui vient vers nous, mais parce qu'elle a facilement la même culture que nous, de manière générale. Par contre, dès que ça déborde, c'est plus dans notre culture tout simplement. ouais. Là, le suivi, la mentalité même est complètement différent. Ce que tu appliques en France peut pas être appliqué en Asie. Tu vois, je prends vraiment deux entités très J'ai différentes. travaillé avec des Coréens, donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Tu vois, sans même avoir travaillé avec des Coréens, je me doute bien que voilà, la mentalité est quand même très différente dans le suivi. Même après, je dis coréen, mais je pense même côté on va dire États-Unis, tout ça, c'est la mentalité est assez différente aussi. Tu vois, Tout à fait. je prends le cas de la méthode de l'hypnose. En France, on est très porté sur l'hypnose ericksonienne. C'est vraiment le dada de toutes les formations quasiment en France, alors qu'aux États-Unis, ils sont plus portés sur l'hellmanienne. Juste parce que, en Mmh. fait, l'hellmanienne est directive. Voilà, ça va direct dans le sujet. Tu vois, c'est paf, tu dors, point barre. Mmh. Que ericksonienne, c'est plus souple, on va dire, c'est plus doux. Même s'il y a de la. Alors, pour éviter de me faire taper par mes confrères, il y a quand même un aspect directive dans certains cas, bien entendu. Mais Mmh. je comprends que ça permet, voilà, finalement, ce feedback que tu obtiens te permet de te réadapter si tu retombes sur les mêmes profils plus tard. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu gardes tes petites notes de côté en permanence, du coup? Oui, 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 en fait, je fais remplir des formulaires et puis moi, ça me permet même d'avoir des datas et de voir, parce que des fois, il y a des périodes aussi où on est moins pertinent sur, certains points, on est peut-être moins disponible. Mais ça me permet d'essayer d'être, à chaque entretien 1 meilleur et ça me donne des pistes sur, des éventuelles formations que je pourrais faire ou du travail, personnel sur moi. Et après, l'intérêt aussi, c'est par rapport à des employeurs de leur dire: «Bah, écoutez, moi aujourd'hui, je suis à plus de 600 heures d'accompagnement et c'est, avec un taux de 85 de satisfaction», même avec des retours, très négatifs de personnes avec qui j'ai pris des murs, tu vois? D'accord, ouais. T'as un gros travail de data, hein, comme tu l'as dit, Mmh. sur ça. Et du coup, tu fais. Alors, parce que là, on parle du feedback, mais finalement, dans le premier rendez-vous, tu passes aussi un questionnaire à la personne ou Non. non? Non? Alors ça dépend, mais très rare. Enfin, moi, je pense pas en première intention. Hmm. Moi je suis quelqu'un de très chaleureux, donc j'essaye d'aller me connecter à la personne et de trouver les choses, auxquelles, on peut se synchroniser ensemble et avoir, ne serait-ce qu'un questionnaire entre nous, ça rend la chose plus difficile. Typiquement, Hmm. je vais chercher le tutoiement très vite et je tâtonne sur, les limites, relationnelles pour voir où est la personne, pour pouvoir justement, créer, au plus vite, de la confiance et savoir qu'est-ce que je dois respecter pour elle. D'accord. Ok. Bah, du coup, c'est ce qui fait que le feedback de fin doit être très enrichissant, même pour toi, pour cet aspect où au départ, finalement, tu t'y vas avec toi, ta personnalité, Mmh. et à la fin, tu vois, au-delà du résultat, tu vois aussi ton accompagnement, comment il se déroule et comment la personne le vit. Finalement, je comprends. Mmh. Si je comprends bien. Non, ça doit être très intéressant du coup, toutes ces petites données que tu as de ton côté. Ouais,
Moi j'aime bien les données des fois, je cache pas, donc Je je trouve pense ça. que j'ai eu cette chance de voyager beaucoup, que ce soit au Cambodge, ou en Amérique latine, j'ai vraiment eu cette, porte sur le monde et j'ai vu tellement de cultures que j'ai la chance, je pense, d'avoir, cette, notion du respect qui est très développée et c'est en ça que, bah, du coup, ça s'exprime comme ça. Hmm, d'accord. Bah, tu vois, c'est très bien. Je trouve pour là, on va arriver donc un peu à la fin de cette interview. J'ai cette petite question qui devient un rituel au fur et à mesure. C'est quel avenir tu vois de la préparation mentale? Quel est l'avenir selon toi de la préparation mentale? Il est polymorphe, hein. Il y a comme je le disais avec l'effet placebo, il y a une multitude de choses qui peuvent avoir des effets positifs, sur l'être humain. Mais, ce qui est certain, c'est que dans le sport, de manière générale, on arrive au bout de l'exploitation technique, et physique. Donc, les derniers espaces dans lesquels on peut aller chercher, des nouveaux records et des performances plus élevées, ça va être dans le mental. Donc, je pense qu'il y a énormément à faire, que ce soit dans la compréhension du sommeil, par exemple, ou dans les différents états modifiés de conscience. Il y a même qu'est-ce que c'est la conscience? Déjà, les scientifiques sont incapables de se mettre d'accord sur cette notion. Donc, il y a beaucoup de travail à fournir et c'est pour ça que je pense que c'est primordial, de soutenir la recherche et après aussi, c'est cet aspect-là que j'aime beaucoup, l'expérimentation, aller chercher les nouvelles choses, de stimuler, et cetera. Là, je voyais par exemple, pour améliorer le sommeil, il y a, des, bandeaux qui sont mis en place où ils te passent différents types de sons en fonction de tes phases de sommeil pour pouvoir, stimuler à la fois les apprentissages, la récupération physique et émotionnelle. Enfin, il y a des trucs de dingue qui sont faits, donc c'est vraiment ouf, c'est très stimulant. Même si on pourrait se dire qu'on utilise des vieux outils qui ont été découverts, il y a 50, 100 années, heu, c'est une bonne base, mais on se rend compte que, déjà, on arrive aujourd'hui seulement à valider certaines choses, comme le fait que le cœur est au final très souvent le centre de nos émotions et pas forcément notre tête et coucou la cohérence cardiaque et puis après, bah, il y a tout ce qui est sur le neuromusculaire et ce que je te disais, les gestions des états de conscience, il y a une multitude de choses à faire qui est trop inspirante. Donc on est au balbutiement. D'accord, ok. Du coup, si je dois résumer un peu ta vision, c'est finalement ça va s'orienter très scientifique sur la validation des outils, mais justement dans le meilleur, justement, où on va être plus à même de comprendre de plus en plus le mental pour accompagner au mieux. On est sur 2 pieds. Il y a le pied d'expérimentation et l'empirique, qui est, bah, on a vécu ça et ça a marché, du coup on le reproduit. Mais, est-ce que, bah, 40 années d'expérience, peuvent être suffisantes pour faire, loi établie et notée dans le marbre? Pas forcément. Donc, et on a besoin du deuxième pied scientifique pour pouvoir, valider un petit peu nos pratiques et s'assurer qu'on n'est pas dans des dérives. Et bah, tu vois, je pense que ça, c'est un beau mot de la fin. S'assurer qu'on n'est pas dans des dérives. C'est un peu le fil conducteur de tous pour éviter de devenir le gourou de quelqu'un. Et Mmh. du coup, bah, moi, personnellement, je trouve que c'est un joli mot de la fin. Donc, Ouais, la sécurité de nos clients. c'est ça, la sécurité de nos clients, de ceux qu'on accompagne. Et bah, en tout cas, je te remercie d'avoir été présent sur ce podcast, sur cette interview. Merci pour toutes les réponses que tu as apportées, les explications sur ton chemin de vie, ton accompagnement, d'avoir décrit une méthode. C'est pas forcément facile des fois. Donc du Mmh. coup, voilà. Merci beaucoup d'être venu et je te dis à une prochaine. Merci beaucoup Jason, au plaisir.